Donc nous allons maintenant passer à la seconde communication et nous avons le plaisir d'écouter Cécile Vidal, qui est directrice d'études à l'EHESS. C'est une spécialiste de l'histoire sociale de l'impérialisme, du colonialisme et de l'esclavagisme dans les mondes atlantiques des XVIIe jusqu'au XIXe siècle. Elle est l'autrice de 2 ouvrages, Histoire de l'Amérique française en collaboration avec Gilles Havard, qui a été publié en 2003 aux éditions Flammarion, et un ouvrage intitulé Caribbean New Orleans, Empire Race and the Making of a Slave Society, qui a été publié aux universités de la North Carolina Press en 2019. Elle a aussi dirigé de très nombreux ouvrages collectifs et numéros spéciaux de revues, parmi lesquels on pourrait citer Une histoire sociale du Nouveau Monde, paru en 2021 aux éditions HESS, Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée, avec Paulin Ismar et Benedetta Rossi, que nous avons écouté hier, ou encore Les genres de l'esclavage, dans la revue Clio en 2024. Donc nous avons le plaisir d'écouter sa conférence qui est intitulée L'idéal cosmopolite des abolitionnistes au prisme de l'argument du suicide. Nous vous écoutons. Alors, merci beaucoup, Gabriel, pour cette invitation. Le papier que je vais vous présenter est une émanation d'un projet de livre sur les rapports entre suicide et esclavage dans les empires britanniques et français entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe. Et donc, ça réalise un peu le programme de Miranda d'associer histoire de l'esclavage et histoire de l'abolitionnisme, histoire sociale et histoire intellectuelle. Alors, en 1808, Grégoire dédie son ouvrage intitulé « De la littérature des nègres » à, je cite, « tous les hommes courageux qui ont plaidé la cause des malheureux noirs et sans mêler, soit par leurs ouvrages, soit par leurs discours dans les assemblées politiques, dans les sociétés établies pour l'abolition de la traite, le soulagement et la liberté des esclaves. » Fin de citation. Il liste ensuite les noms de ces individus en les classant de la façon suivante. Français, anglais, américains, nègres et sans mêler, allemands, danois, suédois, hollandais, italiens, espagnols. L'abolitionnisme est présenté comme une entreprise transnationale qui englobe les 2 rives de l'Atlantique. Les nationalités ou les communautés linguistiques sont cependant mises en avant, en commençant par la France, alors même que ce sont la Grande-Bretagne et les États-Unis qui viennent d'abolir la traite, quand la France l'a rétablie avec l'esclavage en 1802. Surtout, les abolitionnistes d'ascendance africaine sont classés à part, à la suite des Français, des Anglais et des Américains. Bien qu'ils appartiennent aux empires de ces nations, ils sont désignés non pas par leur nationalité ou citoyenneté, mais par leur race, une distinction étant faite entre eux en fonction de leur métissage. La dédicace de Grégoire est donc révélatrice des tensions entre abolitionnisme, cosmopolitisme et pensée raciale, y compris chez les acteurs intellectuels et politiques qui luttent activement contre le préjugé de race. Ma présentation examine les tensions entre le mouvement abolitionniste, l'idéal cosmopolite et la racialisation des rapports sociaux à partir de l'argument de l'importance des suicides dans la traite et l'esclavage. Dès les dernières décennies du XVIIe siècle, la fréquence des suicides d'esclaves est publicisée au-delà des milieux professionnels impliqués dans le système atlantique d'esclavage, de telle sorte que toute personne s'intéressant en Europe à l'expansion maritime et à l'esclavage colonial ne peut ignorer cette réalité. Le phénomène conduit immédiatement à questionner la moralité de la traite transatlantique et de l'esclavage colonial, mais ce n'est qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle qu'il devient un argument majeur chez les abolitionnistes. J'explorerai donc l'émergence transnationale de cet argument au sein des empires britanniques et français, puis je montrerai comment l'argument de la prévalence des décès par suicide sert à la fois à mettre en avant l'humanité des esclaves et à différencier les Africains des Européens sur une base ethno-raciale. Et enfin, j'analyserai dans le contexte révolutionnaire français l'usage de l'argument du suicide dans le combat des libres de couleur contre le cosmopolitisme radical d'Athanasius Cloutz, qui les exclut de son projet de République universelle. Alors, face à l'essor de la traite transatlantique et à l'expansion de l'esclavage colonial dans la première moitié du XVIIIe siècle, les premières grandes œuvres anti-esclavagistes
paraissent au milieu du XVIIIe siècle, durant la période de guerre impériale que sont la guerre de succession d'Autriche et la guerre de 7 ans, l'esprit des lois de Montesquieu, l'article Esclavage de Jancourt, et aussi les ouvrages des Britanniques qui s'inspirent de Montesquieu, James Foster, Francis Hutcheson et George Wallace. Durant et surtout après la guerre de 7 ans, les partisans de l'esclavage commencent à sentir la nécessité de répondre à ces attaques, alors que la traite, interrompue durant le conflit, repart avec une courbe ascendante exponentielle. Ils discutent des fondements juridiques, religieux et philosophiques de l'esclavage, le terrain principal sur lequel Montesquieu et tous les auteurs qui s'en inspirent se situent, mais ils mettent aussi en avant des arguments pragmatiques. En fait, c'est le moment où l'on passe d'une discussion théorique sur une discussion basée sur l'expérience des esclaves. Or, dans un siècle où la question du bonheur terrestre devient essentielle, le principal argument des pro-esclavagistes n'est plus seulement que l'esclavage colonial permet d'évangéliser les Africains et donc d'assurer leur salut et félicité dans l'au-delà, mais devient surtout que les esclaves aux Amériques sont plus heureux que les esclaves en Afrique et plus heureux que les paysans européens. Cette idée du bonheur des esclaves se retrouve simultanément chez de multiples auteurs britanniques et français, de part et d'autre de la Manche et de l'Atlantique, sans qu'il soit possible de trouver une source unique. C'est un argument que les esclavagistes n'ont de cesse de répéter jusqu'aux abolitions définitives au milieu du XIXe siècle. La réponse principale des abolitionnistes à l'argument du bonheur des esclaves est celui de la fréquence de leurs actes de suicide. Dans son ouvrage, je donne deux exemples. Dans son ouvrage intitulé « La cause des esclaves nègres et des habitants de la Guinée », publié en 1789, le théologien protestant Benjamin Sigismond Froissart évoque à plusieurs reprises les suicides de captifs et d'esclaves, mais il inclut aussi une section intitulée, je cite, « Objection contre tous les projets d'affranchissement, les nègres des colonies sont plus heureux que les paysans de l'Europe », fin de citation, à laquelle il répond avec une autre section intitulée, je cite, « On peut juger du bonheur relatif de deux peuples en comparant, 1, leur population, 2, en recherchant le nombre de suicides », et de comparer l'absence de suicides chez les paysans européens et la fréquence des suicides chez les esclaves africains. De la même façon, en 1808, dans la littérature des nègres, Grégoire écrit « Les colons s'obstinent à vouloir persuader aux esclaves qu'ils sont heureux. Les esclaves s'obstinent à soutenir le contraire. À qui faut-il s'en rapporter ? Pourquoi leurs regards, leurs souvenirs se tournent-ils sans cesse vers leur patrie ? Pourquoi ces regrets amers d'en être éloignés et ce dégoût de la vie ? Pourquoi ces élans d'allégresse en assistant aux funérailles de leurs compagnons de misère que la mort délivre de la servitude sans que les Blancs puissent y mettre obstacle ? Pourquoi cette tradition consolante parmi eux que leur bonheur en mourant sera de retourner dans leur terre natale ? Pourquoi ces suicides multipliés afin d'accélérer ce retour ? À défaut de donner la parole aux esclaves, les abolitionnistes interprètent leur comportement pour appréhender leur point de vue et défendre leur cause. Comme pour l'argument du bonheur des esclaves, il est impossible de retrouver une source unique au contre-argument de leur suicide. Il semble toutefois important de signaler deux œuvres majeures, l'une individuelle et l'autre collective. Dans le monde anglophone, la guerre de 7 ans n'interrompt pas totalement le débat sur la traite et l'esclavage. Au contraire, le Quaker pennsylvanien d'origine française, Anthony Benezet, est l'un des premiers à proposer une lecture providentialiste du conflit en associant les souffrances causées par la guerre dans les 13 colonies à une punition divine pour l'implication dans le commerce des esclaves. Entre 1754 et 1783, Benezet publie 8 pamphlets abolitionnistes dont la taille ne cesse de croître d'un texte à l'autre. Dès le second pamphlet, intitulé « Observation on the enslaving, importating and purchasing of Negroes », publié en 1759-60, il commence de manière inédite à introduire des témoignages de première main sur les sociétés d'Afrique de l'Ouest et sur la traite. Alors que ses récits de voyage en Afrique ne remettent aucunement la traite et l'esclavage, il s'en sert pour réhabiliter les Africains et dénoncer les horreurs du passage du milieu, plus encore que l'esclavage colonial, sans que sa base documentaire puisse être contestée par ses opposants.
C'est dans son 3e pamphlet, intitulé A Short Account of That Part of Africa Inhabited by the Negroes, publié en 1762, qu'au-delà de la misère et du désespoir des captifs déjà dénoncés auparavant comme étant mortifères, il se met à mentionner explicitement que des captifs se tuent en se jetant par-dessus bord et en refusant de manger, et que des méthodes atroces sont employées pour les en dissuader, sur la base du récit de l'expédition de traite du capitaine Thomas Phillips vers la Barbade. Les pamphlets de Bénezet sont édités en Amérique du Nord, mais aussi en Grande-Bretagne, où ils ont une grande influence sur Granville Sharp ou encore Thomas Clarkson. Ce dernier cite Bénezet dans la préface de sa dissertation sur la traite et l'esclavage, pour laquelle il remporte un prix à l'université de Cambridge en 1785. Une stratégie que Clarkson emprunte à Bénezet et qu'il développe à un niveau supérieur est la recherche de témoignages directs d'acteurs impliqués dans la traite et l'esclavage, notamment sur les suicides. Les suicides deviennent ainsi un thème important de la centaine de témoignages sur la traite et l'esclavage présentés devant le Parlement britannique de 1789 à 1793. De ces témoignages abolitionnistes présentés, tous ne sont pas abolitionnistes, il y a des témoignages pro-esclavagistes, des témoignages abolitionnistes présentés devant la Chambre des communes, William Wilberforce fait réaliser un abrégé, tandis que d'autres abolitionnistes publient des condensés encore plus courts qui donnent une part centrale à cette question du suicide. En France, l'œuvre qui contribue le plus dans le dernier quart du XVIIIe siècle à populariser l'argument du suicide à des fins anti-esclavagistes est l'histoire des deux Indes. Elle emprunte ses données factuelles et ses arguments à toute une série d'auteurs qui publient au même moment, mais le succès de l'œuvre en France, en Europe et aux Amériques est tel qu'elle joue un rôle fondamental dans la diffusion de cet argument. Certes, l'ouvrage inclut des positionnements contradictoires sur la traite et l'esclavage, mais les anti-esclavagistes et les abolitionnistes choisissent d'en extraire certaines parties pour défendre leur cause. Bénezet, par exemple, publie en 1784 le plaidoyer contre l'esclavage, et ce plaidoyer est aussi publié à part en 1792 en Grande-Bretagne. Si la France n'échappe donc pas aux discussions sur la traite et l'esclavage dans les années 1770-1780, l'annonce des débats à ce sujet devant le Parlement britannique en 1788-89, qui est racontée par la presse métropolitaine et coloniale française, provoque un séisme politique. Les témoignages de première main fournissent une documentation sans pareille, notamment sur les suicides d'esclaves, dont les partisans comme les opposants à l'esclavage s'emparent. C'est d'autant plus important que les abolitionnistes français réunis dans la Société des Amis des Noirs sont pris par 1000 autres sujets politiques en relation avec le processus révolutionnaire et sont incapables de faire le travail de documentation produit par les abolitionnistes britanniques, dont Clarkson. Après l'échec de l'abolition de la traite au Parlement britannique au printemps 1789, Clarkson se rend en France en août de la même année pour soutenir les abolitionnistes français. À la demande du marquis de Mirabeau, qui commence à réfléchir au discours sur la traite qu'il veut prononcer au printemps 1790 devant l'Assemblée nationale, Clarkson lui adresse 21 lettres au cours des mois de novembre et décembre 1789. Il y expose méthodiquement, progressivement, la série d'arguments avancés par les défenseurs de l'esclavage et les réponses à leur apporter, en sus de toute une série d'informations sur la traite et l'esclavage dans l'Empire français. L'argument du bonheur des esclaves et le contre-argument de leur suicide en font partie, y compris sous la forme de dessins illustrant les instruments de torture utilisés pour forcer les esclaves à manger. Le séjour de Clarkson à Paris illustre comment les informations et les arguments circulent entre les mouvements abolitionnistes de part et d'autre de la Manche et de l'Atlantique, et comment se forment des réseaux abolitionnistes transnationaux, de telle sorte que l'abolitionnisme nourrit le cosmopolitisme. Par sa présence et ses lettres, Clarkson cherche de surcroît à contrer un des arguments des défenseurs de la traite et de l'esclavage, selon lequel l'abolition de la traite dans un seul pays nuirait à sa position dans la compétition internationale entre la Grande-Bretagne et la France pour l'hégémonie mondiale. Le 6 décembre 1789, Clarkson écrit à Mirabeau à ce sujet, et je lirai seulement la dernière phrase, « À tout dire, monsieur, la France est actuellement dans une situation où il faut abolir la traite des nègres, d'où il lui devient un crime de faire attention à l'Angleterre. Si la France continue cette traite,
les principes sur lesquels elle a effectué sa propre révolution seront suspects d'être corrompus. Les droits de l'homme seront la déclaration des hypocrites. On ne se fiera pas à sa bonne foi, elle sera la dérision de l'Europe. L'universalisme des droits de l'homme devrait l'emporter sur le patriotisme économique et ainsi favoriser l'idéal cosmopolite. Cet idéal cosmopolite se voit toutefois contrarié non seulement par ce patriotisme économique des défenseurs de l'esclavage, mais aussi par la pensée raciale des abolitionnistes d'ascendance européenne eux-mêmes. Et ce sera le second point de ma présentation. Le recours à l'argument de la fréquence des suicides relève du répertoire moral, sachant que, comme vous le savez, l'argumentaire contre la traite et l'esclavage mobilise des raisons d'ordre juridique, philosophique, moral, religieux, politique, diplomatique et économique. Outre la réfutation de l'argument du bonheur des esclaves, l'argument des suicides vise à la fois à faire vibrer la fibre sentimentaliste des publics ciblés, à en appeler à leur compassion morale et à démontrer l'inanité des théories raciales qui servent à justifier l'esclavage. En cela, l'argument du suicide participe de la dimension universaliste de l'abolitionnisme. Mais son usage peut aussi contribuer à la racialisation des Africains et afrodescendants, d'où un positionnement différent des abolitionnistes qui se font appeler les Sons of Africa en Grande-Bretagne. Alors, de manière exceptionnelle, au tout début du XVIIIe siècle, des Quakers isolés en Amérique du Nord, comme John Hepburn, affirment que l'esclavage est contraire à la religion et constitue un péché, notamment parce que les esclavagistes poussent les esclaves au péché, puisqu'ils se tuent pour la seule raison de leur déportation et esclavage. Une telle position situe les esclaves dans la même sphère morale et religieuse que leurs maîtres. Par contraste, quand Bénezet met en avant la prévalence des suicides d'esclaves à partir du milieu du XVIIIe siècle, il n'est plus question d'évoquer l'immoralité de la mort volontaire. Les actes de suicide et leur répression ne sont plus que les signes du désespoir des esclaves et de la cruauté des esclavagistes. Ils prouvent l'humanité des esclaves puisque ces derniers apparaissent comme des êtres sensibles qui souffrent de la séparation d'avec leurs parents et amis et de leur éloignement de leur patrie. Remarquons cependant que Bénezet ne mentionne jamais les croyances africaines en la métempsychose. Bénezet se distingue de la sorte de la plupart des autres anti-esclavagistes et abolitionnistes britanniques et français d'ascendance européenne qui ont recours à l'argument du suicide de manière plus complexe. On retrouve bien sûr la dimension sentimentaliste. Une autre manière contradictoire que les pamphlets et romans abolitionnistes ont de prouver la vertu et la dignité morale des Africains et afrodescendants est aussi la mise en avant d'esclaves qui se sacrifient pour sauver leur maître et prouver ainsi leur loyauté, sacrifier en se tuant, par exemple en prenant la place du maître condamné à une peine capitale ou en se tuant plutôt que de tuer leur maître dans les rapports de conflit. Et on trouve, par exemple, ces anecdotes édifiantes dans l'histoire des deux Indes et répétées encore et encore de part et d'autre de l'Atlantique. Mais à côté de ces anecdotes édifiantes qui visent à rapprocher les Africains des Européens, les abolitionnistes de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe avancent que les suicides sont le fait très largement des seuls esclaves africains et pas des créoles, et notamment de certaines nations africaines particulières. S'il lie les actes de suicide à l'oppression esclavagiste, il les explique également par la peur des Africains d'être mangés à l'issue du passage du milieu et par leur croyance en la métempsychose et dans l'idée qu'en mourant, ils retourneront en Afrique. Pour prouver ce dernier phénomène, ils mettent en avant les réjouissances qui accompagnent les funérailles des esclaves. Et on retrouve exactement la citation de Grégoire. Or, ils utilisent exactement la même explication des suicides d'esclaves que les pro-esclavagistes. Qui, eux, utilisent ce décryptage pour ridiculiser et abaisser les esclaves et pour se déresponsabiliser totalement du malheur de leur main-d'œuvre. Les abolitionnistes blancs mettent donc en avant de supposés traits culturels qui participent à la construction de l'infériorité raciale des Africains. Face à cette racialisation des suicides parmi les captifs et les esclaves, la plupart des récits d'anciens esclaves publiés dans le monde anglophone dans les dernières décennies du XVIIIe siècle mentionnent le phénomène sans jamais le lier à des croyances animistes africaines.
Comme l'ont souligné de très nombreux historiens et spécialistes de littérature, la place de la conversion au christianisme joue en effet un rôle crucial dans ces textes qui lient étroitement évangélisation, salut et émancipation. Ce sont autant des récits de libération physique que spirituelle. En conséquence, ce sont aussi, ce qui n'a pas été assez remarqué, des récits de survie de la part d'esclaves qui ont été tentés par le suicide, qui ont souhaité mourir pour échapper à l'esclavage, ou ont même essayé de se tuer, mais qui ont été sauvés et ont été récompensés par la liberté de manière providentielle. Leur évocation du suicide participe d'une rhétorique sentimentaliste à visée antiraciste, mais dans un sens différent que celui des abolitionnistes blancs. Ils se présentent comme des hommes sensibles qui révèlent et interprètent leurs émotions et démontrent de la sorte que les Africains peuvent être éduqués, christianisés et civilisés au point de faire siennes les valeurs européennes, dont la condamnation du suicide. C'est particulièrement évident dans le récit de James Albert Ukoso Grognoso, qui constitue le premier récit d'anciens esclaves recueilli et rédigé par un auteur blanc et publié en Grande-Bretagne à la suite du Somerset Case en 1772. Amené d'abord de la Côte de l'Or à la Barbade, Grognoso est ensuite transporté à New York, où il est vendu à un pasteur de l'église réformée néerlandaise du New Jersey, ami de l'évangéliste anglais George Whitefield. L'introduction au christianisme par son maître suscite d'abord chez lui une phase de désespoir, car le salut lui paraît inaccessible du fait de l'importance de ses péchés. En 1747, il tente de se tuer en se poignardant, mais la lame du couteau plie. Après 3 jours de maladie, il connaît finalement un épisode de nouvelle naissance religieuse en se rappelant le passage de l'évangile de Saint Jean, « Voici l'agneau de Dieu ». La place accordée au suicide est encore plus importante dans le récit d'Oloda Equiano. Le récit qu'il a écrit lui-même, publié en 1789 et réédité à de multiples reprises, comporte une longue description exceptionnelle du passage du milieu, dont le fil directeur est le suicide comme révélateur de son atrocité. Equiano ne raconte rien que les autres sources abolitionnistes n'ont déjà exposé et dénoncé, mais la force du témoignage provient de la capacité à écrire à la première personne et à rendre l'expérience sensorielle à travers l'évocation de la chaleur suffocante, les odeurs pestilentielles, les frottements douloureux des chaînes, les cris des femmes ou les gémissements des agonisants. Il insiste également sur la diversité des émotions que cette expérience physique et mentale suscite. L'étonnement, la terreur, l'horreur, l'angoisse, le découragement, la peine, le désespoir et le chagrin, et associe ces sentiments à l'effet de surprise, l'incertitude sur le sort à venir, la peur de mourir de manière atroce en étant mangé, l'isolement social du fait de l'impossible communication avec les autres captifs, les conditions matérielles atroces et la violence des châtiments. Tout pousse à souhaiter la mort. De fait, Equiano raconte des scènes de suicide de captifs, refusant de manger ou se jetant par-dessus bord, et fait part de ses propres idées suicidaires, mais il est sauvé par le fait que, devenu très faible, il est gardé sur le pont plutôt que dans la cale et qu'il n'est pas enchaîné en raison de son jeune âge. Le désir de mourir est évoqué à plusieurs autres reprises dans le récit, notamment lorsqu'après avoir servi plusieurs années comme marin sur des navires de guerre et de commerce dans l'Atlantique et en Méditerranée, il est vendu et transporté dans les West Indies. Sur le navire l'amenant à Montserrat, il explique qu'il aurait voulu ne jamais naître et appelle la mort en citant notamment un passage du poème The Dying Negro de Thomas Day. Comme l'explique Equiano en note, l'écrivain britannique a publié ce poème en 1773, un an après le Somerset Case, à la suite de la lecture d'un article paru dans 3 journaux londoniens racontant le suicide d'un esclave à Londres qui était menacé d'être ramené de Grande-Bretagne dans les West Indies alors qu'il s'était enfui, s'était fait baptiser et souhaitait épouser une servante blanche. Le poème de Day prend la forme d'une lettre de suicidé qui rend compte de ce qui l'anime et des raisons de son acte, notamment un sentiment de déréliction. Il a eu un énorme succès et contribué à donner une dimension populaire à l'abolitionnisme britannique. Comme le montre la citation du poème par Equiano, dans le choix des anciens esclaves d'insister sur le suicide dans leur récit, il est très difficile de faire la part de sa centralité dans leur expérience personnelle et de son instrumentalisation par les abolitionnistes. Brican Carey a ainsi montré que la biographie d'Ignacio Sancho par Joseph Jekyll, dans lequel il raconte que le père de Sancho s'est tué pour échapper à l'esclavage et que lui-même a obtenu sa liberté en menaçant de se suicider, est invérifiable
et ne peut pas être corroboré par les lettres écrites de la plume de Sancho. Tous les éléments relatifs à la mort volontaire sont possiblement des inventions à rattacher à l'influence du poème de Thomas Day. En suivant le modèle de la biographie de Samuel Johnson et en s'inspirant de Day, Jekyll fait de Sancho un homme de sentiment comparable à tous les autres hommes, notamment grâce à la place accordée au suicide dans son histoire personnelle. Par contraste avec les récits de Grognoso et d'Equiano, le suicide dans celui d'Otoba Kugoano n'est pas une affaire individuelle mais collective. Plutôt qu'un signe de souffrance et de désespoir, c'est un acte politique de refus de l'esclavage. Kugoano raconte en effet qu'après 7 jours en mer, je cite, « la mort était préférable à l'esclavage ». Les captifs décident alors collectivement de faire exploser le navire et ce faisant de se tuer. Tous, hommes, femmes et enfants, sont présentés comme ayant pris part au complot, même si celui-ci est finalement révélé par une captive ayant des relations sexuelles avec un des marins. Jennifer Pitts et Michael Suarez ont récemment avancé que le marquis de Condorcet aurait été le véritable traducteur du récit de Kugoano, paru en français en 1788, contribuant de la sorte au débat sur les ambiguïtés de l'abolitionnisme de Condorcet. Pour ce qui est de l'argument du suicide, il est clair que Kugoano est beaucoup plus radical que Condorcet, qui refuse de considérer les captifs révoltés comme des catons, préférant la mort à l'esclavage. Ce n'est pas seulement les limites de l'universalisme de Condorcet qui sont mises en avant par la question de l'abolition de la traite et de l'esclavage, mais aussi celui d'Anacarsis Cloutz. Son cosmopolitisme partiel est contesté par les libres de couleur dans la Révolution française, et ce sera mon 3e point. Le 19 juin 1790, l'écrivain prussien Anacarsis Cloutz fait éruption sur la scène révolutionnaire en prenant la tête de l'hommage rendu par une députation, je cite, de nations asservies à l'Assemblée nationale. Cette ambassade est composée, je cite, d'Anglais, de Prussiens, de Siciliens, de Hollandais, de Russes, de Polonais, d'Allemands, de Suédois, d'Italiens, d'Espagnols, de Brabançons, de Liégeois, d'Avignonnais, de Suisses, de Genevois, d'Indiens, d'Arabes, de Chaldéens. En tant qu'orateur du comité des étrangers, Cloutz plaide pour qu'une place leur soit accordée lors de la fête de la Fédération, qu'il veut transformer en fête du genre humain. Dans la version publiée du discours, la liste des nations asservies ne comprend pas les Africains. Avant la Révolution, Cloutz a publié un ouvrage dans lequel il justifie la traite des esclaves car, dit-il, je cite, « Je crois qu'il y a une plus grande somme de bonheur chez les nègres esclaves en Amérique que les nègres esclaves en Afrique. » Fin de citation. Dans 2 ouvrages publiés en 1790 et 91, Anacarsis à Paris et L'orateur du genre humain, Cloutz ne défend plus la traite, mais il prend position en faveur du renvoi de l'abolition de la traite et de l'esclavage et de l'obtention des droits civiques par les libres de couleur à des temps indéterminés au nom des intérêts économiques de la France. Il considère que les circonstances présentes ne permettent pas d'associer politique et morale. Le cosmopolitisme cède devant le patriotisme économique quand il s'agit de sacrifier les droits des Africains et afrodescendants. Après l'adoption du décret du 15 mai 1791 qui accorde la citoyenneté politique aux libres de couleur nés de parents libres, Cloutz publie une lettre aux auteurs de la Gazette universelle le 24 mai 1791 dans laquelle il applaudit l'action de Barnave, le rapporteur du comité des colonies, et il dénonce l'adoption du décret en le présentant comme, je cite, « hasardé, prématuré, inconséquent, dont l'exécution ferait verser des flots de sang et de numéraire ». Fin de citation. En conséquence, il appelle de ses vœux un veto royal. Dans une lettre publiée dans le Moniteur universel du 12 juin 1791, des citoyens de couleur et des nègres libres lui répondent en affirmant que certains d'entre eux l'ont accompagné lors de la séance du 19 juin 1790 et qu'ils ont donc été extrêmement surpris de sa condamnation du décret du 15 mai. Aussi le somme-t-il, je cite, « d'avouer que vous avez trahi votre mission ou de prouver que nous ne sommes pas partis du genre humain ». Fin de citation. Un autre homme de couleur, et c'est là que la question du suicide va revenir, Pierre-François Barbeau, décide de répondre à Cloutz. Né sur un vaisseau en route pour l'Île-de-France en 1767, Barbeau est le fils métis de Jean-Baptiste Barbeau d'Ille-et-Royer et Dorothy Leblanc, un maître d'hôtel français et une servante native de Pondichéry, au service de l'administrateur et savant Pierre Poivre et de sa femme. À partir de 11 ans, il reçoit une éducation classique au collège de Lisieux en métropole et au début de la Révolution, il se rapproche par l'entremise de Julien Raymond de Grégoire.
En publiant en 1791 le roman intitulé « Craon ou les trois opprimés », sous le nom de plume Barbeau-Royer, il cherche à se faire une place dans le mouvement révolutionnaire en défendant un universalisme plus englobant que celui de Cloutz. Le roman raconte l'histoire des tribulations de 3 victimes du despotisme et de la tyrannie ayant trouvé refuge dans la France révolutionnaire. Le Russe Paneu, le Persan Hirkon Jahed et le roi de Juda Chamoé. En incluant un prince africain devenu esclave entre l'Angola portugaise, la colonie du Cap hollandaise, l'île Bourbon française, Sainte-Hélène anglaise et le Maroc, il rapproche esclavage politique et esclavage civil et condamne la traite et l'esclavage pratiqués par les Européens. Le parcours de Chamoé peut être lu comme une dénonciation d'une forme d'international esclavagiste. Le thème du suicide apparaît dans le roman avec 2 personnages qui se tuent dans le récit du Russe, préférant la mort à la perte de leur honneur et de leur liberté. Fin de citation. Dans son parcours de servitude, Chamoé connaît aussi à plusieurs reprises la tentation de la mort volontaire, mais il en est détourné par un incident fortuit. Barbeau-Royer ne se contente pas d'évoquer le suicide dans la fiction. Il en fait à la fois un argument politique et un instrument de promotion quand la carrière littéraire et politique semble impossible en raison des contraintes politiques. Durant l'été 1791, Barnave fait en effet inscrire dans la Constitution l'exclusion des colonies de son périmètre. Le 24 septembre 1791, il obtient la révocation du décret du 15 mai par l'Assemblée nationale. 5 jours plus tard, Barbeau-Royer dénonce l'événement dans le Journal de Paris. Il finit par un appel au suicide héroïque. À citoyens, si la liberté est perdue, si de nouveaux oppresseurs s'élèvent, si l'on sacrifie des citoyens paisibles à des assassins, imitons la fermeté romaine. Nous avons entre les mains des armes, elles renferment la mort, et nous devons nous la donner plutôt que de survivre au renversement total des lois de la justice, de la raison et de l'humanité. Je mêle mes soupirs à la voix du peuple indigné et dans l'espoir d'un plus heureux avenir, je m'écris avec Voltaire, je n'ai que 20 ans et j'ai vu tant d'horreurs. Cet appel au suicide pourrait être lu comme un simple artifice rhétorique visant à dramatiser la décision de l'Assemblée, mais c'est aussi un moyen d'affirmer sa vertu morale quand la citoyenneté est ôtée à tous les libres de couleur, dans un moment où la devise « la liberté ou la mort » est partout. La fin de l'article est une allusion au dernier vers d'un poème d'Antoine-Louis Lebrun, « Les mots de la fin du règne de Louis XIV », qui fut attribué à tort à Voltaire en 1715. Le poème comprenait toute une série de « j'ai vu », dont « j'ai vu le peuple gémissant dans un rigoureux esclavage », et se terminait par « j'ai vu ces mots et je n'ai pas 20 ans ». En fait, le jour même où l'article de Barbeau-Royer paraît le 28 septembre 1791, l'Assemblée nationale adopte un décret qui rétablit le principe du sol libre de France et considère comme citoyen tout homme, y compris de couleur, ayant les qualités requises par la Constitution pour l'être. Mais cette disposition ne vaut alors que pour la France européenne. Devenu citoyen après le 4 avril 1792, Barbeau-Royer obtient un poste au ministère de la Marine et des Colonies. À ce titre, il effectue 2 missions à Saint-Domingue, l'une en 1793 comme secrétaire du général Galbaud et l'autre en 1796 avec les mêmes fonctions auprès de Julien Raymond, nommé commissaire civil. Parallèlement, son roman, qui a été un grand succès, est réédité en 1794 et en 1802, paradoxalement à l'occasion de l'abolition de l'esclavage par la Convention et de son rétablissement par Napoléon. En conclusion et en contrepoids de Barbeau-Royer, je voudrais évoquer la position de Jean-Louis Watté, qui, né à Saint-Domingue, fait le choix de prendre le parti de Saint-Domingue en écrivant non pas au nom des seuls libres de couleur, mais de tous les Haïtiens, y compris les anciens masses serviles. En effet, Barbeau-Royer, après ces deux missions à Saint-Domingue, publie un livre qui s'appelle « Du gouvernement de Saint-Domingue » en 1797, qui est empreint d'une lecture raciale et qui prend le parti des seuls libres de couleur, alors que celui publié par Jean-Louis Watté, « Le système colonial dévoilé en 1814 », est marqué par un antiracisme radical et défend l'ensemble de la révolution haïtienne. Watté explique écrire, je cite, « pour revendiquer nos droits indescriptibles et éternels, pour la cause la plus juste qui ait jamais existé, pour jouir des mêmes avantages des peuples civilisés, pour nous soustraire à l'oppression de nos bourreaux ».
Il a pour cible ce qu'il appelle les calomnies des colons, et notamment les écrits de Jean Barré de Saint-Venant, Félix Carto, Pierre-Louis Berquin du Vallon, Valentin de Cullion et Pierre-François Malouet. Après avoir décrit les atrocités commises par les planteurs, Watteau se sent obligé de défendre la moralité des esclaves, et il s'approprie leur point de vue en utilisant le nous inclusif. Il retourne la dénonciation par les anciens maîtres de la fréquence des suicides, des empoisonnements et des avortements ou infanticides parmi les esclaves, en rendant les esclavagistes responsables, et souligne que ces mots ont disparu de la nouvelle Haïti. Je vous laisse lire la citation. Une fois encore, l'argument du suicide, dans un sens ou dans un autre, vise à inclure dans une même communauté morale et politique. De manière paradoxale, les actes de suicide eux-mêmes sont le signe de l'appartenance à l'humanité, quand le refus de la mort volontaire marque l'intégration à la civilisation. Je vous remercie.